Une soirée apparemment ordinaire à Ouagadougou a basculé en annonce implacable. Le ministre de la Sécurité a confirmé l'arrestation de 8 employés d'une ONG européenne pour espionnage et trahison, transformant une affaire humanitaire présumée en litige frontal sur la frontière mouvante entre aide et renseignement. Qu'est-ce que Ibrahim Traoré estime avoir découvert et pourquoi maintenant ? Dans le sillage de la suspension d'Inso et des allégations de collecte non autorisée d'informations sensibles, le Burkina Faso affirme reprendre la main sur ses propres données de sécurité, signalant aux partenaires étrangers qu'ici les règles de souveraineté priment sur les routines de la coopération. Ce qui s'est joué cette nuit-là dépasse de loin une simple affaire d'espionnage présumé. En arrêtant 8 membres d'une ONG européenne, le gouvernement burkinabé ne cherche pas seulement à protéger des secrets militaires, il remet en question tout un système où l'humanitaire et le renseignement s'entrelacent. Le pari est risqué mais clair. Reprendre le contrôle du savoir stratégique produit sur son propre territoire, affirmer qu'aucune haute mission de sécurité étrangère n'a plus autorité que la souveraineté nationale. Le bénéfice espéré ? Restaurer une confiance érodée entre l'État et sa population, longtemps convaincu que l'aide internationale observait plus qu'elle ne soutenait. Mais cette décision a aussi un prix. L'isolement diplomatique, la suspension de financement et une avalanche de critiques venues d'Europe. La question désormais, est de savoir si Ibrahim Traoré peut transformer cette rupture en modèle de gouvernance africaine, ou s'il sera étouffé par la pression des anciennes puissances. Dans cette bataille, chaque donnée devient un territoire, chaque fichier un champ de force. La révélation n'a pas attendu les rumeurs. 2 jours après l'arrestation, le ministère burkinabé de la Sécurité a publié les chiffres. 8 employés de l'ONG INSO, dont 3 Européens, un Malien et 4 Burkinabés, détenus à Ouagadougou. Les autorités affirment qu'ils ont continué à collecter des informations sensibles après leur suspension du 31 juillet. Une révélation discrète émerge. Les enquêteurs auraient découvert des cartes interactives détaillant les zones d'insécurité, les déplacements de patrouilles et les routes militaires, des données que le gouvernement considère désormais comme stratégiques. Ce chiffre, apparemment anodin, a agi comme un électrochoc, car l'ONG ne travaillait pas dans l'ombre. Elle collaborait depuis des années avec les agences européennes, servant de passerelle entre les acteurs humanitaires et les forces étrangères stationnées dans le Sahel. Ce que Ouagadougou perçoit aujourd'hui comme une menace était hier salué comme un modèle de transparence et de gestion des risques. Le basculement soudain dit tout de la fracture idéologique qui s'ouvre entre l'Afrique et l'Occident. Qui a le droit de savoir et jusqu'où ? Ibrahim Traoré, conscient du symbole, a choisi d'assumer la confrontation. Son message ? Le Burkina Faso n'est plus un terrain d'observation, mais un sujet politique à part entière. Il veut transformer le contrôle des données sécuritaires en acte de souveraineté, persuadé que tant que les informations circuleront vers l'extérieur, la dépendance persistera. Cette posture s'inscrit dans un contexte plus large. Le retrait des troupes françaises, la création de l'alliance sahélienne avec le Mali et le Niger et le rejet grandissant du paternalisme humanitaire. Dans les chancelleries européennes, la stupeur se mêle à l'inquiétude. Ce n'est pas tant la détention de 8 employés qui effraie, mais la possibilité que d'autres pays suivent le même chemin. Car si l'information est de pouvoir, alors la perte de cette information est un affaiblissement. Au centre de cette tempête se tient Ibrahim Traoré, jeune capitaine devenu président, symbole d'une Afrique décidée à rompre avec ses tutelles. Dans les rues de Ouagadougou, son nom divise. Pour certains, il incarne la renaissance d'une souveraineté volée. Pour d'autres, un pari dangereux face à l'Occident. Mais tous reconnaissent que depuis son arrivée, le langage du pouvoir a changé. Plus direct, plus frontal, parfois brutal, mais assumé. Sous sa houlette, le Burkina Faso a réévalué plus de 70 partenariats internationaux, fermant ou révisant ceux jugés intrusifs. Les premières conséquences n'ont pas tardé. Plusieurs ONG suspendues, des diplomates rappelés et une vague de critiques venues de Bruxelles et de Paris dénonçant une fermeture du champ humanitaire. Pour Traoré,
Cette expression masque une autre réalité, celle d'un espace africain longtemps observé, jamais entendu. Dans les zones rurales, là où les insurgés rôdent, la population perçoit la décision différemment. Les villageois disent voir moins de convois étrangers, moins de visites de collecte, et plus de soldats burkinabés. On se sent enfin regardé par nos propres yeux, a résumé un habitant de Kaya, une phrase simple mais lourde de sens, car c'est bien de cela qu'il s'agit, reconquérir la capacité de se percevoir soi-même avant d'être interprété. Ainsi, l'affaire Inso n'est pas un simple épisode judiciaire. Elle est devenue un miroir où le Burkina Faso observe sa propre transformation, d'objet d'étude à sujet souverain. Tout a commencé le 31 juillet, lorsque le gouvernement burkinabé a officiellement suspendu les activités de l'ONG INSO pour collecte d'informations sécuritaires sans autorisation. À cette date, l'organisation, basée aux Pays-Bas, avait déjà été avertie à plusieurs reprises de limiter ses interventions aux missions strictement humanitaires. Mais, selon les autorités, les réunions et échanges internes de l'ONG se sont poursuivis discrètement dans les semaines suivantes, notamment via des serveurs cryptés et des transferts de données par satellite. C'est ce fil numérique que les services de renseignement disent avoir remonté. C'est à ce moment que tout commence. Le 26 août, une cellule du renseignement militaire intercepte des communications entre le bureau local de l'ONG et un partenaire européen. Les messages mentionnent des zones à risque et des cartes actualisées de mouvement. 3 jours plus tard, une équipe spéciale est mandatée pour fouiller le siège de l'organisation à Ouagadougou. Des disques durs, ordinateurs et carnets de terrain sont saisis. Les agences y découvrent des rapports codés sur les déplacements de groupes armés et sur les opérations de l'armée nationale dans les régions du centre-nord et de l'Est. Pour le ministère, c'en est trop. L'humanitaire est devenu renseignement. L'affaire atteint alors son point culminant. Le 2 septembre, les 8 employés sont arrêtés dans un hôtel de la capitale. L'annonce publique survient le lendemain, sans délai ni précaution diplomatique. Le ministre Mouhamadou Sana lit une déclaration sèche, accusant l'ONG d'avoir transmis des informations confidentielles à des puissances étrangères. Les médias d'État relayent immédiatement le discours. La sécurité nationale n'est pas négociable. Dans la foulée, les bureaux de 2 autres organisations sont inspectés. Signal clair que l'opération visait au-delà d'INSO. Une onde de choc traverse alors l'Europe. En Europe, les réactions affluent. Les chancelleries exigent des explications. Bruxelles parle d'un climat inquiétant pour les ONG et Paris évoque un danger pour la coopération civile. Mais à Ouagadougou, la rue reste calme. Les éditoriaux locaux saluent une démonstration de souveraineté et plusieurs associations de jeunesse publient des communiqués de soutien au gouvernement. Pour elles, l'arrestation marque la fin d'une ère d'ingérence sous couvert de neutralité. Au sein du gouvernement, Ibrahim Traoré voit dans cette crise une occasion historique. Il convoque le Conseil national de sécurité et ordonne la création d'une commission sur la souveraineté informationnelle. L'objectif est de auditer toutes les ONG étrangères opérant dans le pays et rapatrier sur des serveurs nationaux l'intégralité des données collectées sur le territoire burkinabé. Une initiative sans précédent dans la région. Ainsi, ce qui avait commencé comme une enquête de routine s'est mué en un bras de fer géopolitique. Car à travers le cas INSO, c'est tout un système d'observation du Sahel qui vacille. Celui où les cartes, les chiffres et les rapports appartenaient de plus souvent aux bailleurs qu'aux États. Le Burkina Faso, pour la première fois, a inversé le regard. Les chiffres, une fois mis bout à bout, racontent une histoire que les discours seuls ne pouvaient traduire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis 2015, plus de 180 ONG internationales ont obtenu l'autorisation d'opérer au Burkina Faso. Parmi elles, près d'un tiers ont admis collecter des informations contextuelles sur la sécurité, les déplacements et les risques régionaux. Ce chiffre, souvent justifié par la nécessité d'anticiper les attaques, cache en réalité une dépendance profonde. Plus de 70% des rapports humanitaires publiés sur le Sahel proviennent de bases de données étrangères.
Autrement dit, la connaissance du terrain burkinabé n'a jamais appartenu au Burkina Faso. Ce déséquilibre n'est pas anodin. Lorsqu'en 2022, une attaque dans la province du Soum fit plus de 80 morts, les premiers bilans officiels ne provenaient pas des autorités, mais d'organisations tierces, souvent via des plateformes européennes. Pour Ibrahim Traoré, cette asymétrie de l'information équivalait à une perte de souveraineté. Celui qui compte nos morts compte aussi nos destins, aurait-il déclaré en Conseil des ministres. Derrière la formule, une conviction. Tant que la donnée sera externe, la narration restera étrangère. Les enquêtes du ministère ont également révélé que les serveurs d'INSO, avant leur suspension, hébergeaient plus de 22 000 fichiers liés à des incidents armés depuis 2017. Parmi eux, 15% concernaient des zones classées opérations sensibles. Ces chiffres suffisent à expliquer la fermeté du gouvernement. Dans un pays où chaque coordonnée GPS peut trahir une embuscade, la frontière entre statistique et stratégie devient invisible. Les experts en sécurité confirment la logique du pouvoir burkinabé, tout en soulignant le risque d'isolement. Sans ces flux d'informations, la coordination régionale avec les ONG et les agences onusiennes pourrait s'affaiblir, réduisant la visibilité sur les zones de conflit. Mais à Ouagadougou, on répond que cette perte de visibilité n'est qu'une illusion d'optique. La vraie lumière viendra des réseaux africains, pas des serveurs européens. Ces données chiffrées posent une équation plus large. Comment un État peut-il garantir la sécurité de son peuple quand les informations vitales sont stockées à l'étranger? Le Burkina Faso, en exigeant la relocalisation de toutes les données sensibles sur son sol, ne cherche pas seulement à contrôler. Il veut exister dans la sphère numérique avec la même dignité que dans la sphère politique. Ainsi, les 180 ONG qui jadis symbolisaient la solidarité deviennent aujourd'hui les acteurs involontaires d'un débat fondateur, celui de la souveraineté informationnelle africaine. Et si cette exigence semble radicale, elle répond à un déséquilibre mesuré en gigaoctets, pas seulement en discours. Deux récits s'affrontent, chacun avec sa propre logique, chacun persuadé d'agir pour le bien commun. D'un côté, les ONG et leur soutien européen défendent la transparence humanitaire. Selon eux, la collecte de données sur les incidents armés permet d'éviter des tragédies, d'adapter les itinéraires d'aide et de protéger les civils. Sans ces informations, affirment-ils, les zones d'intervention deviennent opaques et l'accès humanitaire s'effondre. Leur argument central, l'information sauve des vies. De l'autre côté, le gouvernement burkinabé avance une thèse inverse. Dans un contexte de guerre asymétrique, toute donnée sur le terrain, localisation, fréquence d'attaque, route d'évacuation, peut devenir une arme de renseignement. Et lorsque ces données quittent le territoire, volontairement ou non, elles alimentent un cycle de dépendance stratégique. Le ministère de la Sécurité parle d'un flux inversé de contrôle, où l'Afrique reste observée alors qu'elle se bat pour son autonomie. Le contre-argument, plus nuancé, ne nie pas l'importance des données, mais questionne leur gouvernance. Pourquoi les serveurs sont-ils à Amsterdam ou à Genève et non à Ouagadougou? Pourquoi les institutions africaines ne disposent-elles pas d'un accès symétrique à ces informations? Pour Ibrahim Traoré, la question n'est pas de couper les liens, mais de redéfinir les règles. Nous ne rejetons pas la transparence, nous rejetons la tutelle. Les observateurs indépendants reconnaissent d'ailleurs une faille historique. Depuis les années 1990, la plupart des systèmes de veille humanitaire en Afrique ont été conçus, financés et contrôlés par des bailleurs étrangers. Le résultat, c'est que les États africains sont devenus consommateurs de leur propre réalité. Ainsi, entre l'urgence humanitaire et la souveraineté numérique, le dilemme n'est pas moral, mais systémique. Et si le Burkina Faso s'impose aujourd'hui comme un cas d'école, c'est parce qu'il ose dire tout haut ce que beaucoup d'autres gouvernements africains pensent tout bas. Sans propriété des données, il n'y a pas d'indépendance réelle. L'information est redevenue une arme. Cette phrase prononcée par Ibrahim Traoré lors d'une réunion à huis clos a marqué le tournant du dossier INSO, car pour lui, l'enjeu n'est plus seulement la surveillance occidentale, mais la réécriture du pouvoir même, celui de dire le vrai sur son propre territoire. Dès la mi-septembre, la présidence a ordonné la centralisation de toutes les données
toutes les données collectées par les ONG actives au Burkina Faso. Les serveurs étrangers sont désormais inaccessibles. Un registre souverain est en construction. Les diplomates européens y ont vu une fermeture. Traoré y voit une naissance. C'est à ce moment précis que la bataille symbolique s'est muée en doctrine. Chaque octet devient un acte de souveraineté. Mais derrière la rhétorique, le pays entre dans une zone grise. Comment bâtir la confiance sans couper les liens? Comment garantir la transparence tout en préservant le secret stratégique? Le Burkina Faso avance à tâtons, entre orgueil et prudence, conscient que sa décision trace une ligne rouge dans le sable du Sahel, une ligne que beaucoup pourraient bientôt franchir à leur tour. Les répercussions de l'affaire INSO se font sentir dans 4 sphères distinctes: politique, diplomatique, économique et régionale, chacune révélant une transformation plus profonde que ne l'avaient anticipé les observateurs étrangers. Sur le plan national, l'État reprend la main. À Ouagadougou, le gouvernement a lancé le plan de souveraineté informationnelle 2026, un programme visant à rapatrier toutes les données sécuritaires et humanitaires stockées à l'étranger. Une unité spéciale, composée d'experts civils et militaires, a été créée pour auditer les ONG et superviser la localisation de leurs serveurs. Les premières évaluations indiquent que plus de 40% des données sensibles étaient auparavant hébergées en Europe. Pour Ibrahim Traoré, ce chiffre illustre l'ampleur de la dépossession numérique que le pays doit corriger avant toute autre réforme. Les médias publics relaient le message. La sécurité n'est plus un produit importé, mais une compétence à reconstruire. Sur le plan diplomatique, les tensions redéfinissent les rapports. Bruxelles a gelé temporairement plusieurs programmes d'assistance technique, tandis que Paris a convoqué son ambassadeur à titre de consultation. Pourtant, aucun gouvernement européen n'a osé rompre totalement avec le Burkina Faso, signe que même dans la confrontation, la dépendance demeure réciproque. Plusieurs chancelleries africaines ont en revanche salué la décision. Le Mali et le Niger ont proposé une charte commune de gouvernance des données, inspirée de l'initiative burkinabé, ce qui pourrait préfigurer un réseau sahélien d'échanges internes. Sur le plan économique et social, une recomposition s'opère. La suspension des ONG a provoqué une baisse estimée à 18% des flux d'aide humanitaire dans le pays, affectant surtout les régions rurales. Mais dans les centres urbains, un mouvement inverse se dessine. L'émergence de start-up locales spécialisées dans la cybersécurité et l'analyse territoriale. Un incubateur public baptisé Data Faso a déjà réuni une trentaine de jeunes ingénieurs formés à la gestion de données souveraines. Nous avons longtemps exporté nos statistiques. Il est temps de les valoriser chez nous, déclare son coordinateur. Sur le plan régional, une contagion assumée se profile. Le bloc sahélien, Burkina Faso, Mali, Niger, s'affirme désormais comme un espace d'expérimentation politique. Les 3 gouvernements partagent une même conviction. Le contrôle des flux d'informations vaut autant que la maîtrise des frontières physiques. Dans ce contexte, la position burkinabé agit comme un catalyseur idéologique. Pour la première fois, une alliance africaine parle de propriété des données comme pilier de sécurité collective. Au-delà des chiffres et des mesures, la rupture initiée par Ouagadougou laisse entrevoir une recomposition du pouvoir. Ce qui semblait une crise devient une matrice, celle d'un continent qui redéfinit la légitimité non plus par la dépendance, mais par la maîtrise du savoir. L'avenir du Burkina Faso, à la croisée de l'isolement et de la renaissance, se dessine selon 3 trajectoires possibles, chacune plausible, chacune révélatrice d'un enjeu plus vaste que le seul cas INSO. Dans un scénario de base, le pays consolide sa ligne dure. Le pays maintient sa ligne dure tout en cherchant des voies de coopération régionale. Le registre souverain devient opérationnel. Les ONG étrangères s'adaptent à la nouvelle réglementation et une partie des financements européens revient sous conditions de transparence partagée. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré parvient à équilibrer contrôle et ouverture, posant les bases d'un modèle de gouvernance hybride. La communauté internationale s'habitue à ce nouvel ordre africain, pragmatique plutôt qu'idéologique. Dans un scénario optimiste, la contagion devient vertueuse.
Inspirés par le Burkina Faso, le Mali, le Niger et même le Tchad, adoptent une charte commune de souveraineté informationnelle. Des infrastructures régionales de stockage et de traitement des données voient le jour, financées par des partenaires non occidentaux comme la Russie ou la Chine. Cette dynamique transforme la perception du Sahel. De zone fragile, il devient laboratoire d'autonomie technopolitique. Les États-Unis et l'Union africaine, conscients du basculement, proposent alors un partenariat de sécurité respectant la propriété locale des données. Dans un scénario pessimiste, la fracture s'accentue. Sous la pression des sanctions et de la réduction de l'aide humanitaire, l'économie burkinabé s'essouffle. Le manque d'accès à certaines informations internationales fragilise la coordination militaire. Les tensions sociales augmentent. Les opposants politiques exploitent la situation pour dénoncer une dérive autoritaire. Dans ce cas, la doctrine Traoré pourrait être perçue non plus comme un acte de souveraineté, mais comme une fermeture dangereuse. Ces trois chemins coexistent, incertain, entre puissance retrouvée et vulnérabilité accrue. Mais une certitude demeure. Le précédent burkinabé a modifié le vocabulaire du pouvoir africain. Désormais, parler d'indépendance, c'est parler de contrôle du savoir. Et c'est là, dans cette bataille invisible entre données et décisions, que se jouera le prochain chapitre du Sahel. Derrière les débats diplomatiques et les mots lourds, les lourds, c'est comme souveraineté ou espionnage, il reste des visages. Celui des 8 employés arrêtés, d'abord, inquiets, silencieux, parfois perdus dans une affaire qui les dépasse. Celui des familles, ensuite, qui attendent un procès équitable. Et puis celui des Burkinabés ordinaires, qui voient dans cette crise à la fois une menace et une promesse. La menace d'un isolement, mais aussi la promesse de ne plus être observés de l'extérieur sans consentement. Dans les quartiers populaires de Ouagadougou, les discussions sont franches. On nous a étudiés comme des échantillons, pas comme des citoyens, dit un instituteur. Cette phrase, banale en apparence, capture toute la charge émotionnelle du moment, car la bataille d'Ibrahim Traoré ne se joue pas seulement dans les bureaux des ministères, elle traverse les rues et que, les écoles, les marchés, c'est une lutte pour la dignité cognitive d'un peuple, pour son droit de comprendre et de raconter sa propre histoire. Les jeunes générations, souvent méfiantes envers les discours politiques, y voient un appel à se former, à maîtriser les outils numériques, à bâtir des systèmes de données africains. Un nouveau mot circule déjà sur les réseaux, Afrodata, symbole d'un continent qui revendique le droit de savoir sans permission. Ainsi, l'affaire INSO, née d'une suspicion d'espionnage, s'est transformée en étincelle culturelle. Elle réveille une conscience, celle que l'indépendance du XXIe siècle ne se mesure plus en drapeau, mais en serveur. Pour que la révolte burkinabé devienne une reconstruction durable, le pays doit transformer le geste politique en structure. C'est ce que Ibrahim Traoré appelle la souveraineté en action, un programme articulé autour de 5 étapes, à la fois concrètes et mesurables. D'abord, il faut institutionnaliser la gouvernance des données, créer une agence nationale de la donnée souveraine, indépendante du pouvoir militaire, chargée de centraliser, auditer et sécuriser les flux d'informations collectées sur le territoire. L'objectif, rendre la transparence nationale compatible avec la sécurité stratégique. Ensuite, il faut former une génération d'analystes africains. L'université de Ouagadougou a déjà ouvert un cursus pilote en cybersouveraineté et renseignement civil. Ces jeunes experts seront les gardiens d'un nouveau patrimoine immatériel, celui du savoir africain. Puis, construire des infrastructures locales. Des partenariats avec le Mali et le Niger prévoient la création d'un cloud sahélien, serveur commun, hébergé sur sol africain, alimenté par des énergies renouvelables. Un projet ambitieux mais vital pour réduire la dépendance technologique. Par ailleurs, redéfinir les règles de coopération. Les ONG pourront continuer à travailler, mais selon un modèle de transparence réciproque. Toute donnée collectée devra être partagée, hébergée et validée localement. Ce contrat symbolise la fin du monopole moral occidental sur la notion d'aide. Enfin, mesurer le progrès non en promesse, mais en autonomie.
Chaque trimestre, un indice de souveraineté informationnelle publiera le taux de données rapatriées et le nombre de projets africains opérant sans assistance extérieure. Ainsi, le Burkina Faso pourrait passer du cri de rupture à la méthode de reconstruction. Et si cette feuille de route tient, elle offrirait au continent un précédent rare, celui d'un pays qui, après avoir dit non, a su bâtir un comment. Dans le silence retrouvé d'Ouagadougou, une phrase circule encore. Ce n'est pas la force des armes qui nous protège, mais celle du savoir. C'est la devise non écrite de la nouvelle ère que Ibrahim Traoré tente d'ouvrir. Le jeune capitaine, souvent dépeint comme intransigeant, se révèle ici en bâtisseur d'une mémoire collective, une mémoire qui refuse d'être écrite ailleurs. L'affaire Inso, qui avait commencé par 8 arrestations, s'est transformée en miroir du siècle. Elle reflète la fatigue d'un continent longtemps réduit au rôle d'objet d'étude et la naissance d'une voix qui exige d'exister par elle-même. Les ONG, les chancelleries, les séquiers, les médias occidentaux y voient une fermeture. Mais au cœur du Sahel, beaucoup y lisent un commencement. Le Burkina Faso ne rejette pas le monde. Il se regarde enfin avec ses propres yeux. Et dans ce regard lucide, parfois douloureux, se trouve une promesse, que la connaissance, redevenue libre et nationale, soit le premier acte de l'indépendance retrouvée. Ainsi se referme un chapitre où les lignes entre aide et influence, entre observation et domination, se brouillent à nouveau. Mais une question demeure, suspendue comme une étincelle dans l'air chaud du Sahel: que fera l'Afrique de cette lucidité nouvelle? Le geste du Burkina Faso n'est ni un cri d'isolement, ni un défi gratuit. C'est un signal, celui d'un continent qui ne veut plus être étudié, mais compris à travers sa propre voix. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, cette ambition pourrait devenir un modèle, non pas de rupture, mais de maturité. Aux spectateurs, aux chercheurs, aux décideurs, il ne s'agit plus de juger, mais d'écouter. Car chaque fois qu'un peuple reprend la parole sur ses propres données, il réinvente la démocratie à sa manière. Et si cette révolution silencieuse, née à Ouagadougou, annonçait le début d'un nouvel ordre intellectuel mondial, un monde où la vérité ne descend plus du nord, mais surgit du sud? Alors, à chacun de répondre: l'Afrique doit-elle encore être racontée ou enfin s'écrire elle-même?